Un grand angle ce soir à cheval sur la philosophie et l'économie. On s'attendait à des jours meilleurs après la pandémie de Covid-19. La croissance, la prospérité, finalement, il n'en est rien. Le niveau de vie dans le monde est même revenu 5 ans en arrière, selon les spécialistes, 10 ans en arrière à travers le monde pour ce qui concerne l'espérance de vie. Alors, peut-on dire c'était mieux avant? Avec nous pour en parler, Jean-Claude Monod, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes philosophe, réalisateur, auteur notamment du livre « L'art de ne pas être trop gouverné ». C'est aux éditions du Seuil. Avec nous également Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO. Bonsoir et merci d'être avec nous. Jean-Claude Monod, était-ce mieux avant? Était-ce mieux avant la pandémie de Covid-19? La question est-elle éminemment philosophique? La question philosophique, c'est plutôt de savoir si les choses peuvent progresser vers le mieux, progressent effectivement vers le mieux, si on peut donc espérer en un progrès général de l'humanité. Bon, ça c'est une question classique, au moins depuis le XVIIIe siècle, enfin, depuis la philosophie des Lumières. Mais en général, quand on dit c'était mieux avant, on est tout de suite taxé de conservatisme. Là, pour le coup, dire c'était mieux avant, ça veut dire au secours que le progrès revienne. Oui, là, dire que c'était mieux avant, c'est espérer que certains processus, dont d'ailleurs on n'était pas forcément très conscient, c'est-à-dire des progrès, effectivement, dans la réduction des inégalités, dans le recul de la grande pauvreté ou des progrès d'espérance de vie, qui étaient, qui s'observaient d'année en année, ont été finalement plutôt interrompus et on ne retrouve pas ce chemin après la pandémie. Donc on peut estimer que on a pu espérer que la pandémie allait donner lieu à une sorte de bifurcation vers un modèle de développement plus écologique, plus harmonieux, peut-être moins féroce en termes de compétition, peut-être moins mondialisé sur un mode anarchique. Mais bon, la plupart de ces espérances ont quand même été déçues pour l'instant. Et pourquoi? On a plutôt... Ah, pourquoi? Je ne sais pas, ça c'est difficile à dire, mais en tout cas, on peut estimer que les gouvernements ne se sont pas emparés de ces thématiques, dans le sens d'un nécessaire tournant écologique. Il y a plutôt eu des durcissements autoritaires, il y a plutôt eu des politiques finalement de réduction des libertés publiques. Donc les effets positifs qu'on aurait pu espérer d'une crise comme celle du Covid, une crise à la fois sanitaire et presque d'une crise d'un modèle de développement, elles n'ont pas été tirées dans le sens où on a pu espérer, sans trop y croire d'ailleurs, qu'au moment du Covid, cette bifurcation-là pouvait avoir lieu. Anne-Sophie Alsif, dire que l'on est revenu 5 ans en arrière économiquement, ça veut dire quoi au juste? Alors ça veut dire qu'avec la pandémie du Covid-19, énormément de personnes sont repassées sous le seuil de pauvreté, bien sûr en raison de la crise sanitaire, mais aussi pour l'accès aux denrées alimentaires, à l'énergie. C'est vrai que souvent on cite moins ces chiffres, mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on avait plutôt une tendance de baisse donc du taux de pauvreté avec le développement de la classe moyenne, notamment dans les pays en voie de développement. Et c'est vrai que là, ça ralentit, conjugué à ça avec les tensions inflationnistes et puis la crise ukrainienne qui a créé justement des tensions, bien sûr sur l'énergie, mais aussi sur les denrées alimentaires, mettant énormément de population dans vraiment des difficultés d'approvisionnement. C'est vrai que ça a eu un effet inverse, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont retrouvés vraiment précarisés et à revenir sous le seuil de pauvreté avec ces crises. Jean-Claude Monod, c'est vrai qu'il y a cette pandémie de Covid-19. D'ailleurs, le virus, on le sait, saisonnier, va sans doute revenir. Il y a l'accumulation des crises, donc pandémie, guerre en Ukraine, inflation, crise énergétique aujourd'hui. Est-ce que ça ne polarise pas les sociétés à travers le monde? Est-ce que ça ne risque pas de tendre vers un certain individualisme, chacun pour soi et Dieu pour tous? Oui, on a l'impression d'un enchaînement de crises et ces crises provoquent des réactions en fait assez variées. Je pense qu'il y a tout un mouvement dans nos sociétés pour essayer d'avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe, éventuellement de relocaliser aussi certaines industries dont on s'est dit qu'il fallait absolument les avoir presque sous la main, essayer de mieux maîtriser les flux d'échanges marchands. Et donc il y a ce mouvement. Et puis bien sûr essayer de maîtriser la crise climatique qui apparaît comme la prochaine très grande crise, enfin déjà là d'ailleurs avec les incendies de cet été. Donc je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience générale du danger et en même temps une sorte d'incapacité collective à y faire face.
Et donc, face à ce sentiment d'impuissance, on peut avoir le sentiment que ce sont des réponses très simplistes qui ont le vent en poupe au plan politique, des réponses vraiment de fermeture, xénophobes, des réponses qui désignent des boucs émissaires. Bon, ce qui est assez classique en temps de crise, hein. On revient à des schémas plutôt des années 30 où il y a au fond des solutions démagogiques ou des boucs émissaires qui sont désignés. Et de ce point de vue-là, voilà, là aussi, il y a quelque chose qui n'a pas du tout pris le chemin qu'on pouvait espérer d'un effort collectif mondial, au fond, pour s'emparer de ces questions dont on sait en plus qu'elles ne peuvent être d'une certaine façon réglées qu'au plan mondial. Je parlais de questions éminemment philosophiques parce qu'on se souvient aussi qu'au début, pendant les confinements, deux visions s'affrontaient. Il y a ceux qui disaient on va quand même pas changer de paradigme à cause d'une pandémie. D'autres disaient bah, si, on va changer de paradigme. Par exemple, ne plus se serrer la main, ne plus se faire la bise. Et finalement, il y a des choses qu'on n'a pas retrouvées dans les sociétés. Oui, alors ce paradigme-là, je pense que quand on parlait de changer de paradigme, c'était plutôt dans l'idée, effectivement, de freiner un petit peu la mondialisation, d'essayer de... Pas seulement, il y avait le côté aussi alors, il y avait le côté, oui, il y avait le côté, peut-être qu'on a vécu un âge d'or dans les possibilités de contact, tous azimuts, et qu'il va falloir vivre un peu plus. Alors, c'est une sorte de projection qui peut être douteuse au plan des représentations, mais on voyait ça plutôt dans les sociétés asiatiques, où il y avait des gens plus réservés, des mœurs de distance, et on a l'impression que cette dimension de distance, elle perdure au-delà du Covid. De toute façon, il y a souvent, ça a été théorisé, les crises produisent un peu un effet cliquet, c'est-à-dire on revient rarement à la normale au sens vraiment d'un retour à ce qui était avant. On garde tout de même des dimensions et des peurs ou des habitudes de ce qui a été adopté pendant la crise. Anne-Sophie Alsif, on entend parler de sobriété, encore aujourd'hui Elisabeth Borne, fin d'abondance, rationnement, un mot qui n'est pas anodin évidemment. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les populations à vivre en permanence avec une économie de guerre ? Alors peut-être pas une économie de guerre, mais en tout cas, comme on l'a dit, hein, la transition écologique avec ses effets va s'accélérer et donc de fait, ça veut dire revoir peut-être nos habitudes et nos modes de consommation. Et c'est un petit peu ça le grand paradoxe de cette crise du Covid, mais également de cette crise en Ukraine ou énergétique que l'on connaît. C'est-à-dire que d'un côté, on se dit, eh bien, c'est l'occasion au niveau européen, au niveau mondial, bien d'avoir de nouveaux pactes, de mettre en place de nouvelles politiques pour justement essayer de réduire les émissions, pour essayer d'avoir une solution au niveau international puisque tout le monde est concerné. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Et puis de l'autre côté, vous avez le modèle économique, on le voit, après la crise du Covid, tous les pays ont mis en place des plans de relance qui ont pour objectif de stimuler la consommation et l'investissement pour justement avoir de la croissance économique et se désendetter pour essayer d'atténuer les dettes engendrées par le Covid et là maintenant par toutes les lois d'aide au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Deuxièmement, on le dit, essayer d'atténuer la mondialisation, c'est totalement faux, puisque on voit aussi que depuis le Covid, eh bien, on a vraiment une reprise importante des échanges, que les carnets de commandes sont pleins, qu'on a vraiment une reprise économique importante. Et ce qui vient le freiner, c'est en effet ou les pénuries, ou les problèmes d'approvisionnement, ou les problèmes, on va dire, d'inflation. Mais en tout cas, on ne voit pas encore la démondialisation. Ce que l'on voit, c'est en effet la relocalisation de certaines industries. Pourquoi ? Parce que les coûts de transport ont explosé pour certaines filiales. On pense par exemple au textile. Et donc, de fait, il y a une incitation économique à se relocaliser plus près du consommateur. Mais en fait, on reste bien sur les mêmes logiques économiques qu'on a pu voir après le Covid. Et c'est ça un petit peu la difficulté, c'est qu'on a vraiment un système qui est basé sur la production donc de biens et de services qui sont supérieurs à ce que l'on a besoin, on va dire, pour combler nos besoins primaires. Et de l'autre côté, donc c'est le système dans lequel nous sommes, nous devons faire justement ces efforts parce qu'il y a une limite en fonction de bien sûr de la production de ce que produire la planète en termes d'énergie, en termes de ressources naturelles, qui vont contraindre nos comportements. Et les deux vont se rencontrer et c'est ça, à mon sens, que les politiques économiques doivent essayer de gérer pour surtout lutter sur une chose qui va être à mon sens fondamentale, qui vont être les inégalités, puisque cette rencontre, ce choc va se solder, on le voit pour l'énergie, on le voit pour les denrées alimentaires,
par un impact prix. Et on l'a dit au tout début, ça veut dire que des populations entières n'auront plus accès à certains biens et services en raison de la flambée des prix. Et donc, on va avoir une explosion des inégalités et derrière, un risque de crise sociale. Donc, c'est vraiment ça, à mon sens, vraiment le débat et ce qui explique aussi ce champ lexical depuis la rentrée sur la fin de l'abondance en disant, voilà, il va falloir aussi repenser nos modes de consommation. Alors le scénario du pire, ce serait ça, des émeutes de la faim à nouveau, un peu partout dans le monde, et des troubles sociaux? Mais le scénario du pire, on peut citer un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin et qui disait que le pire, c'est que les choses continuent comme avant aussi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement profond dans les comportements et dans les modèles économiques. D'ailleurs, on peut le dire aussi, par exemple, sur l'hôpital, sur la gestion de l'hôpital, on aurait pu attendre un changement de vision beaucoup moins comptable, beaucoup moins, disons, néolibéral, et on voit que ça n'a pas du tout été la conclusion qui a été tirée. Donc, on a l'impression que les choses redeviennent comme avant, alors qu'on sait qu'elles ne peuvent pas revenir à l'identique. En mai 2020, juste 2-3 mois après le premier confinement en France, vous, dans Le Monde, dans une tribune, vous parliez du paradoxe de Ricoeur qui voulait que la politique, source potentielle, je vous cite, du plus grand bien, d'une vie en commun harmonieuse, heureuse, d'une vie en commun donc égale et libre, soit aussi potentiellement la source du plus grand mal, la domination totalitaire. Est-ce à dire, selon vous, que des gouvernements peuvent profiter de ces crises pour, au fond, gouverner par la force? Il y a un accroissement de l'autoritarisme dans le monde en ce moment, et puis il y a aussi des mouvements extrêmement populistes au sens vraiment de la xénophobie et de la dénonciation de certains groupes minoritaires. L'extrême droite en Suède, même si en Suède, et puis on ne sait pas ce que ça va donner au Brésil, on ne sait pas. Enfin, donc tout ce mouvement-là en Italie, donc il y a tout de même un mouvement assez fort en ce moment et qui effectivement laisse craindre que le ressentiment par rapport aussi à l'explosion des inégalités dont on parlait à l'instant, le sentiment que les gouvernements ne prennent pas en main non plus ces dimensions et ces crises donnent lieu à un succès de réponses politiques, malheureusement, je pense, profondément erronées et déjà vu. Alors le paradoxe de Ricoeur, c'est effectivement que la politique, qui peut être une grande chose, qui peut être ce qui nous permet de vivre ensemble, se retourne dans ce cas-là en une machine à exclure, voire à exterminer. Bon, alors j'espère qu'on ne va évidemment pas jusque-là dans cette direction, mais il y a ce danger qui est toujours patent. Merci beaucoup Jean-Claude Monod de nous avoir éclairés. Merci également Anne-Sophie Alsif d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde.